Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Troisième partie de soirée et deuxième partie de notre cycle Karate Kid. Après notre review sur Karate Kid premier du nom, nous passons au review des films numéro 2 et numéro 3. Alors, Matt qui dit qu'il les a tous vus, ok, il va pouvoir participer. Et Dr Bishop qui dit ouais, ouais, je les ai vus sans doute, mais je me souviens plus, c'est trop loin. Eh ben écoute, on va essayer de te raviver un peu tout ça, de te Rafraîchir la rafraîchir la mémoire. mémoire. Exactement. Mhm. Alors, on commence avec quels sont les acteurs qui sont de retour. Les acteurs principaux sont bien évidemment de retour, tout comme le réalisateur, donc John G. Avildsen, et le compositeur Bill Conti, qui sont respectivement également les réalisateurs et Compositeur. musicien pour la saga, compositeur pardon, pour la saga Rocky. En haut à droite, Ralph Macchio qui tient le rôle titre. En haut à gauche, Pat Morita qui tient le rôle principal secondaire, disons. Les doubleurs sont également de retour pour la France, à savoir Roger Carrel et je ne sais plus son nom. J'en ai fait l'éloge la dernière fois, mais je ne sais plus son nom. Aïe, aïe, aïe. C'est celui qui joue aussi, du coup, en français, notre ami McFly. Si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Au niveau des nouveaux acteurs, puisqu'il y a de nouveaux acteurs, puisqu'à l'inverse, d'autres acteurs sont partis, notamment l'actrice qui jouait Ali et l'acteur qui jouait Johnny. Alors, il y a des raisons qui... Oui, voilà, Luc Hamet, absolument. Donc je disais excellent doubleur, mais surtout dans les années 90 et qui maintenant n'est plus vraiment actif. Mais par contre, à l'époque, c'était un doubleur foutrement bon que j'appréciais énormément, qui a une voix quand même vachement reconnaissable. Donc au niveau des personnages d'Ali et Johnny, j'ai vu des raisons qui expliquaient qu'ils n'étaient plus là, mais le problème c'est que je les ai pas vus souvent ces raisons. Du coup, j'ai du mal à savoir si ce sont des bruits de couloir ou si c'est vraiment une raison officielle. Écoutez, je vais vous les donner, du coup vous en faites ce que vous voulez, mais attention, il y a des chances que du coup ce ne soit pas vrai. Pour l'actrice qui joue Ali, il fallait tout simplement qu'elle reprenne ses études. Elle avait déjà mis de côté Harvard pour le premier film et elle voulait pas lâcher encore une fois. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu revenir. Pour l'acteur qui joue Johnny, il devait aussi revenir, être l'élève de Miyagi, mais apparemment il a eu tellement d'emmerdes par rapport à ce rôle, des menaces, enfin il a été tellement détesté qu'il est juste revenu au tout début du film et après il a dit on va s'arrêter là. Encore une fois, j'ai vu ça une seule fois, j'ai pas vu d'autres sources, donc à prendre avec des pincettes. Pour ce qui est des nouveaux acteurs, nous avons Danny Kamekona qui joue le rôle de Sato en haut à gauche. Nous avons Tamin Tomita qui va jouer le rôle de Kumiko, qui est la petite amie de Daniel San. Vous avez Chosen, donc qui est Yuji Okumoto, qui est en haut à droite, enfin à droite tout court, pardon, qui va être l'adversaire donc, de Daniel San. Et enfin, vous avez Yoki, incarné par Nobu McCarthy, qui est la première Love Interest donc, de notre monsieur Miyagi. Alors, au niveau de l'histoire, donc on quitte le tournoi de All Valley, on est vraiment à la sortie du tournoi, sur le parking, et tu as Crise qui pète un plomb et qui défonce tous les membres du Cobra Kai parce qu'ils ont perdu. Mais Dieu merci, Miyagi sauve la situation. Ça, pour le deuxième film, c'est pas important. C'est vachement beau pour la continuité, c'est vachement beau pour le travail des personnages, c'est extrêmement important pour Cobra Kai, mais pour le deuxième film, c'est pas fondamental. Par contre, ils rebondiront sur cette scène dans le 3. Donc, c'est quand même à garder dans un coin de l'esprit. Euh, voilà, c'est la scène où Chris étrangle Johnny. Je la mettrai aussi dans la description YouTube. Elle doit être sur YouTube. Mais pour le reste, au niveau vraiment du fondement de l'histoire, c'est Monsieur Miyagi qui reçoit un courrier de son ami d'enfance, de celle dont il était amoureux, je crois, ou alors en tout cas d'un membre de sa famille qui dit que son père, qui oui est encore vivant, qui justement il est gravement malade et qu'il n'en a plus pour longtemps. De là, il veut donc retourner à Okinawa pour être à ses côtés pour les derniers jours. Et notre ami Daniel San, en tant que bon ami, veut tout simplement l'accompagner. Sauf que sur place, il y a une vieille rivalité du coup qui renaît,
qui est la rivalité Miyagi-Sato, qui étaient à la base deux amis d'enfance et qui sont devenus deux ennemis parce qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de la même femme qui était Yuki. Sato, lui, pour laver son honneur, parce que la femme était à la base promise à Sato, pour laver son honneur, a voulu affronter Miyagi et le tuer. Donc un combat où il n'y a pas de gagnant, où il y a un mec qui finit debout et un qui finit mort. Enfin, il y a un gagnant, mais enfin, vous m'avez compris, c'est clairement pas un tournoi à la All Valley. Et Miyagi qui ne supporte pas la violence, qui n'aime pas se battre et qui encore moins veut affronter son ami, puis quitte le Japon pour aller donc aux États-Unis. Sauf que là, bien évidemment, il est de retour dans son village natal. Sato est là et donc il vient de nouveau lui chercher des noises. De là, il y a une rivalité qui va naître aussi entre le neveu de Sato, donc qui est Chosen, et le protégé de Monsieur Miyagi, qui est Daniel San. Ici, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Sato et Chosen sont représentés comme étant les méchants de l'histoire, mais ils sont quand même extrêmement différents tous les deux. C'est-à-dire que Sato, c'est le méchant de l'histoire. Pourquoi? Parce que il y croit dur comme fer à cette règle qui dit que qu'il n'y a rien de plus important que l'honneur, et encore moins dans un petit village du Japon, quoi. Donc par rapport à ça, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est laver son honneur. Pour lui, c'est extrêmement important et il ne se voit absolument pas comme quelqu'un qui est en tort. La femme lui était due. Miyagi a voulu la lui piquer. Il défend ce qui est à lui. Il veut l'affronter et le tuer. C'était une ancienne génération. C'était clairement une autre coutume. Pour lui, il ne se considère pas comme étant méchant et je pense même qu'au sein du village, il y en a beaucoup qui serait de cet avis par rapport à la différence qu'il y a entre eux et nous. Nous, effectivement, en 2024 et puis de l'autre côté de la planète, pour nous, ça 2025. nous semble improbable. Oui, pardon, 2025. Pour nous, ça nous semble totalement improbable. Mais dans le village, là-bas, à l'époque, c'était pas si improbable que ça. Et ça me surprendrait pas que Miyagi soit effectivement considéré par certains comme étant tout simplement oui, un fuyard, quoi. Un lâche. Un lâche, voilà, je cherchais le mot. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est son honneur et qu'il n'est pas fondamentalement méchant. Contrairement à Chosen, qui lui joue la carte de l'honneur, mais qui ne comprend pas ce qu'est l'honneur. Et on le voit notamment lorsqu'il est avec les villageois. C'est un salaud fini. C'est un manipulateur. C'est un voleur. Il est violent. Il a vraiment bien plus de défauts que notre ami Sato. Et tu peux le voir lors d'une scène qui est fondamentale, qui est extrêmement importante, c'est la scène de la tempête. À ce moment-là, en fait, tu as un ouragan qui est en train de ravager Okinawa, et du coup, tu as tout le monde qui s'abrite, je crois que c'est dans un ancien abri durant la guerre. Bon, je sais plus si c'est un abri, mais en tout cas, il s'abrite dans un petit truc un peu dans le sol. Et là, c'est un petit village, tu as beaucoup de personnes âgées, et Miyagi parvient à sauver son ami, en fait. Bon, déjà là, ce qui est pas cool, c'est que Sato avait dit c'est que Chosen avait dit non, non, mon oncle il est mort, ça sert à rien de rester là, on va partir. Et lui il a fui. Tandis que Miyagi après et Daniel ont vu que Sato était là, qu'il était vivant, sous des décombres, mais il était là. Donc ils ont pu le sauver. Donc déjà ça, c'est un point. Mais aussi l'autre point, c'est qu'ils ont vu une autre personne en détresse par la suite. Donc du coup, Daniel San y a été, alors que c'est pas son village, c'est on va dire ça comme ça, mais c'est pas son sang non plus, on va dire, c'est pas C'était pas sa guerre. son, c'était pas sa guerre, putain. Et à l'inverse, donc Chosen, c'est son village, c'est quelqu'un, un membre de sa communauté. Voilà, on va plutôt dire c'est un membre de sa communauté, et il n'y va pas. Et là, vous avez vraiment Sato, son visage qui se décompose et qui comprend clairement que qu'il était dans l'erreur, que déjà, bon, ce qui était le plus important, finalement, c'est pas forcément la tradition, et surtout que son neveu ne suit pas le bon chemin, quoi. Donc ça, c'était extrêmement important. Et tout va s'achever par un combat final donc, entre Chosen et Daniel San. Vous avez l'image en haut à gauche, avec Chosen qui veut laver son honneur, alors que
il n'a pas d'honneur à laver. Enfin, si, mais pas de la manière là. Enfin, là, en fait, ce que Daniel a fait tout au long du film, c'était juste lui prouver par A plus B et devant tout le village que justement, il n'avait pas d'honneur et qu'il serait temps de changer. Sauf que là, ce qu'il veut faire, c'est laver son honneur. Comment? En éclatant celui qui a mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Donc ça va pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et à la fin, un peu comme d'habitude, donc c'est la teuf avec Monsieur Miyagi, voilà, qui célèbre la victoire de son poulain. Et ben cette fois, Daniel-san qui finit tout seul, puisque sa petite amie japonaise ne repart pas avec lui. Oui, j'adore l'image à droite. Je la mettrai à chaque film. Je me démerderai pour trouver une excuse pour la mettre à chaque film. Ça me fait penser d'ailleurs, si par exemple, si vous avez vu, enfin d'ailleurs même si vous avez vu le film en VF ou si vous avez vu le film en VO, je vous encourage à aller voir des interviews de Pat Morita qui n'a absolument pas du tout la même voix que dans le film. C'est assez bizarre, même très très bizarre. Bah, dans ce film, en VO, elle est assez ressemblante à celle de Roger Carrel, au final. Enfin, celle de Roger Carrel est assez ressemblante à celle de Miyagi, plutôt. Oui, mais oui, la vraie voix de l'acteur est banale. Il n'y a pas du tout l'accent, il a une voix beaucoup plus grave, enfin c'est vraiment assez décontenançant. Ah, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, ça a été un gros succès, même si les critiques ont été un peu plus mitigées. Et personnellement, je les trouve assez sévères, ces critiques. Euh, En fait, la seule chose que je peux reprocher au film, globalement, c'est que tous les thèmes abordés sont montrés. Tu n'as pas de thème plus, plus diffus, plus moins évident, on va dire, comme dans le premier film, où j'avais dit dans le premier film où tu as le fait d'être déraciné qui était mis en avant, mais que c'était pas forcément mis en avant non plus, c'était plus à toi de le deviner par des signes. Le fait que j'avais dit Daniel San était le seul brun entouré de Californiens avec des planches limite blond, le cheveu long, chevelure blonde. Pareil pour Monsieur Miyagi, japonais. Juste après, donc c'était la Seconde Guerre mondiale, donc enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc voilà, tout ça, ce sont des thèmes qu'on ne crache pas en fait à la figure du téléspectateur. C'est toi qui les vois parce que le film est très très bien écrit. Et là, dans le 2, tu n'as tu n'as effectivement pas ce travail, tu n'as pas tous ces thèmes qui sont abordés. Tu as des thèmes qui sont extrêmement importants, comme je l'ai dit, la tradition, toujours l'amitié, l'amour, la vengeance même, tout simplement. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont importants, qui sont bien traités, mais qui sont l'évidence même. Tu lis le synopsis, les thèmes transpirent. Donc, du coup, par rapport à ça, tu as peut-être un peu l'impression que le film est moins riche sur ce point-là. Par contre, il est riche sur plein d'autres points. Enfin, le côté de nouveau tradition, le côté Okinawa. Bon, ils n'ont pas été à Okinawa, mais je trouve que le lieu a été bien représenté. Le fait que ce soit un tout petit village perdu, juste à côté d'une base militaire américaine, où t'as Miyagi qui disait ah, regarde, moi je pêchais avec mon père là avant. Enfin, ouais, bien sûr, avant, les poissons ils se barraient pas à cause des hélicos, quoi. Il dit un truc comme ça. Mais oui, mais oui. Donc, je trouve que les gens ont été assez sévères. Et puis, moi, je les ai bien aimés, ces nouveaux personnages. Le personnage de Sato, je l'aime beaucoup. C'est un personnage que je comprends. Moi, j'adore quand Miyagi va voir Sato chez lui et qui lui dit Sato, il s'est passé quoi dans ton cœur? Je la trouve géniale. Et Sato qui, encore une fois, est focalisé sur son, pardon, sur son honneur, qui veut tuer Miyagi, mais pas au point de ne pas être respectueux. Et par exemple, lorsque le père de Miyagi meurt, et c'était le père de Miyagi était aussi le sensei de Sato, par respect pour son sensei, il va donner quelques jours de deuil et donc de répit à Miyagi. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses chouettes, ce sont d'excellentes idées. Et le film est bien écrit, moi personnellement. Alors bien évidemment, il n'est pas aussi bon que le premier, mais personnellement, ouais, clairement, je le trouve très bon. C'est à partir du troisième que ça commence un peu à tirer la gueule.
Alors, est-ce que tout le monde est le tambourin? Ouais, c'est un. Non, j'en parle pas. Je vais pas parler du tambourin. Miyagi militaire. Oui, bah, j'en ai parlé du coup dans le premier film. Donc du coup la semaine dernière. On va passer alors à présent à Karate Kid 3. Alors, nous avons de nouveau pas mal de retours. Nous avons Pat Morita, nous avons Ralph Macchio, nous avons Martin Krove qui revient du coup dans le rôle de John Kreese et bien sûr de nouveau le réalisateur John D. Avildsen et le compositeur Bill Conti qui fait son retour. Oui, cette fois il y a de nouveau notre ami Luc Hamet, contrairement à Roger Carrel qui a passé son tour pour ce troisième film. Et enfin, au niveau des nouveaux visages, vous avez Thomas Ian Griffith aka Terry Silver, vous avez Robin Lively aka Jessica Andrews, et au milieu vous avez Sean Kanan aka Mike Barnes. Alors, cette fois, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du film? Il a clairement moins bien marché, hein. Il s'est bien cassé la figure, que ce soit en termes de critique, mais aussi d'un point de vue commercial, alors que le 2, autant les critiques avaient été mitigées, autant il a fait plus de succès, plus de recettes que le premier film. Là, non. On s'est clairement cassé la figure. Au niveau des anecdotes, j'en ai noté quand même certaines qui sont assez rigolotes et qui, en partie, expliquent le fait que le film se soit cassé la gueule. En concernant une anecdote qui, là, n'explique rien, c'est juste une anecdote assez rigolote, connue, mais assez rigolote. Il faut savoir que Ralph Macchio est clairement un peu comme Leonardo DiCaprio, hein, et d'autres acteurs, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils ont gardé un visage extrêmement jeune. Euh, donc Ralph Macchio, il joue un gamin de 17 ans. Dans le premier film, il n'avait pas 17 ans. Et là, c'est pareil. Dans ce film-là, je crois qu'il en avait déjà 27, alors qu'il continue Ouais, c'est ça. Il en avait 27, alors qu'il continue de jouer un ado. Euh, on lui donne pas forcément 27 ans. Et à l'inverse, Thomas Ian Griffith, on lui donne bien plus de 27. On lui donne facile 35, peut-être même tout doucement sur les 40, bien conservé, mais 35-40, ça m'aurait pas choqué, alors qu'en fait, il est plus jeune que Ralph Macchio, donc c'est ça qui est qui est à mourir de rire. Donc il a quelques mois de moins que Ralph Macchio, alors qu'encore une fois, tu les mets l'un à côté de l'autre, et franchement, c'est pas si évident que ça. Au niveau des autres anecdotes qui, cette fois, peuvent expliquer que le film se soit cassé la figure. Dès le deuxième film, Karate Kid, le scénariste s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Soit je me concentre sur le passé de Miyagi, entre guillemets son origin story, et je l'envoie à Okinawa, histoire de revisiter un peu tout ça. Soit je mets en avant John Kreese et je mets en avant sa quête de vengeance. Donc finalement, cette quête de vengeance, c'est pour le troisième film. Donc du coup, il écrit le troisième film sur ce principe-là. Le problème, c'est que à ce moment-là, Martin Krove était quand même pas mal pris. Donc il dit clairement, oui, bon, je reviens, pas de problème, mais par contre, me fous pas en boss principal, je peux pas faire 50 scènes, c'est pas possible. Je veux bien revenir, mais moi je suis sur un autre tournage. Faut trouver une autre solution. De là, ils mettent en place le personnage de Thomas Ian Griffith, donc le personnage de Terry Silver, donc incarné par Thomas Ian Griffith, et tout le délire qu'il y a autour. Euh, donc déjà là, ça sous-entend des réécritures. Autre problème, l'actrice Hop, qui qui tient le rôle de Jessica dans ce troisième film, ça devait être un troisième love interest pour notre ami Daniel San, sauf que l'actrice, elle a 16 ans. Alors tu vas me dire, oui, et alors? Le problème, c'est que Daniel, il en a 27. Du coup, ça craint un peu pour les scènes d'amoureux où ils sont supposés se faire des bisous bisous. Alors tu vas me dire, mais du coup, pourquoi ils ont pris l'actrice? J'en ai aucune idée. Mais ils l'ont pris. Et du coup, on s'est tapé encore une réécriture où, au lieu que ce soit une love interest, finalement, c'était une femme qui était au tout début love interest, qui devient assez facilement une amie et qui finalement dégage à la moitié du film. Enfin, c'est un personnage franchement naze. Enfin, il est pas travaillé, il est extrêmement anecdotique. Franchement, c'est un personnage qui a énormément souffert, je pense, de la réécriture et qui, franchement,
a un intérêt extrêmement limité. Ensuite, toujours au niveau des anecdotes, concernant l'acteur qui était là au milieu, donc Mike Barnes, à la base, c'était le fils du réalisateur, si je ne me trompe pas, qui était pressenti pour incarner ce rôle. Sauf que, oui, elle a 16 ans, là, Matt. Après, t'as vu l'âge, des fois, dans ce film, c'est assez bizarre. Mais ouais, là, apparemment, elle a 16 ans. Donc à la base, le rôle de Mike Barnes avait été pressenti pour le fils du réalisateur, sauf que finalement c'est Mike Barnes c'est Sean Cannon qui a décroché le rôle. Donc du coup, on a créé un autre personnage sur mesure, le bras droit de Mike Barnes, celui qui casse tout à chaque fois, qui est le fils du réalisateur, et puis pareil, qui n'apporte pas grand-chose en fait au truc. Donc tout ça pour vous dire que du coup, on a un troisième film qui est construit avec les pieds, avec énormément de réécriture. Au niveau de l'histoire, donc c'est notre ami Martin Krove, aka John Kreese, qui veut donc se venger. Et pour cela, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller voir le boss de Cobra Kai, puisqu'en fait on apprend que Cobra Kai, ce n'est pas finalement une salle de karaté, une école de karaté, pardon, mais une chaîne de karaté. Et donc, il va voir le grand patron, qui est un excellent ami à lui, et donc qui est Thomas Ian Griffith. Il lui explique la situation, il veut lui rendre les clés de la boutique en mode j'ai merdé, j'ai perdu tous mes élèves. Et Thomas Ian Griffith lui dit non, 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 t'inquiète, vas-y, retourne-y, je vais régler la situation pour toi, va te reposer à Hawaï. Bon, pour l'acteur, c'est va faire ton autre tournage, et tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est mis en avant et qui va mettre en place en fait une vengeance pour son ami John Kreese. Alors il va donc normalement c'est une personne richissime hein, puisqu'il tient une chaîne d'école de karaté et là il va jouer le rôle d'un il va faire semblant d'être un ancien militaire aussi de la classe moyenne voire ouvrière pour pouvoir se rapprocher de moyenne slash ouvrière pardon. Je m'y connais pas en classe, je suis désolé si je me trompe. Pour se rapprocher donc de Daniel-san et de Miyagi pour les faire souffrir. Miyagi, de son côté, il a perdu son boulot puisque il était supposé être concierge, pardon, et les maisons qu'il était supposé encadrer vont être rasées. Donc, avec son ami Daniel-san, ils vont ouvrir une école de bonsaï. Oui, Alexandre, c'est très bien, une école de bonsaï. Je suis fatigué, je suis désolé. Une boutique de bonsaï pour vendre des bonsaïs. Et en fait, notre ami Terry Silver va prendre tout simplement la place de Miyagi. Il va encadrer Daniel Larousseau, il va enseigner le karaté. Donc ça va être ouais, son nouveau professeur, mais surtout il va le pousser exprès, bien évidemment, dans une mauvaise direction. On va dire la direction Cobra Kai. Euh, ça va faire qu'il va y avoir un fossé qui va être construit entre Daniel et Miyagi. Ça, c'est un point de vue intéressant parce que c'est vrai que jusque-là, on ne les avait pas vraiment vus en désaccord. On avait vu deux êtres vraiment fusionnels, une amitié extrêmement forte. Du coup, voir les limites de cette amitié, voir l'amitié brisée à cause d'un troisième personnage, je trouve que c'est une excellente idée. Oh, c'est Elle est beau, jolie, Matt. elle est jolie. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah, ça mérite d'être lu, ça. Une école de bonsaï, c'est pour pas devenir une mauvaise graine. Oh là 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 là. C'est beau. GG. Vraiment, GG, GG. Joli. Sauf que bien évidemment, à la fin, Miyagi sauve la situation. Il découvre que John Kreese, qui s'était fait passer pour mort, n'est pas mort. Ils éclatent les trois personnages et à la toute fin, vous avez aussi donc Daniel San qui éclate Mike Barnes lors de la finale du tournoi de All Valley. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, à la fin, donc comme d'habitude, Daniel San est heureux parce que la fille de 16 ans s'est barrée parce qu'elle avait 16 ans. Et par contre, Pat Morita, lui, voilà, il gère. Alors, qu'est-ce qu'on pense du film? Eh, C'est le. Et vous allez rire, mais franchement, oui, là, cette image, euh, elle représente parfaitement moi, la dernière fois que j'ai vu le film, et ma femme qui essaie de me réconforter. Voilà. Non, mais t'as qu'à regarder le premier à nouveau, il est bien. Ouais, mais c'est pas Voilà, c'est pareil. exactement ça. Et moi, j'ai larmes aux yeux, je reviens toujours pas de ce que j'ai vu. Moi. Alors,
quand j'étais gosse et que je m'y connaissais un peu moins ou que j'avais moins d'esprit critique, moi le film je l'ai adoré, hein, je veux dire, je me disais ah bah il y a trois méchants, il n'y en a plus un, en plus Chris y revient, c'est génial. En plus, ben, Thomas Ian Griffith en Terry Silva, il est loufoque, ah ouais j'aime beaucoup, et puis il est grand, il fait peur. Ouais, non, bah, il fait vraiment Looney Tunes, Terry Silver, c'est un C'est assez drôle. personnage, ouais, mais qui est vraiment dans les extrêmes avec beaucoup de mimiques, beaucoup de grimaces. Euh, c'est vraiment plus un film. Ouais, c'est presque un peu ce que Mac dit. On est plus là sur un film d'enfance et que si tu le regardes pas étant jeune, ah bah après ça pique. Parce que là, franchement, la déconstruction scénaristique, elle est évidente. Enfin, on te met des personnages qui n'ont strictement aucun intérêt, qui sont même des fois enlevés à la moitié du film. Euh, le message même du film ainsi que les thèmes, ils sont pas développés, ils sont pas clairs. L'histoire j'allais encore dire l'école de bonsaï, hein. Bon, merde, jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera l'école de bonsaï. L'histoire de l'école de bonsaï, elle est pas claire. Elle a strictement aucun intérêt. En fait, le seul truc assez intéressant, c'est à la limite le travail sur la relation d'amitié entre Daniel et Monsieur Miyagi, mais sinon, mais ça s'arrête là, quoi. Et même John Kreese, il y a des clins d'œil, des références, tout ça, c'est assez sympa. Et puis, ben, on en reparlera aussi dans Cobra Kai, mais tu peux pas faire tenir le film là-dessus, ou en tout cas pas quand c'est tourné de cette manière. Donc par rapport à ça, je peux totalement comprendre que ouais, qu'on se soit cassé la figure avec ce film. Il y a trop de défauts en fait, ça va pas. Et ce qui est assez marrant, c'est que bah, pour préparer du coup le sujet de la semaine prochaine avec Miss Karate Kid, Putain. Miss Karate Kid, j'avais plus que deux scènes en tête, franchement, quand je l'ai remis, et je l'ai vraiment mis à reculons. Et ben, je me demande si, c'est triste à dire, mais je me demande si j'ai pas trouvé plus de qualité à ce film qu'à Karate Kid 3. Alors, ça veut pas dire que le film, que j'ai préféré l'autre film, mais je me demande si, quand tu étudies les deux films, si tu trouves pas plus de karaté, oui, Hmm. putain, il faut vraiment que j'aille me coucher. Trouve plus de Si karaté dans si tu l'école trouves du bonsaï. Du dans bonsaï, l'école voilà, du ouais. bonsaï, absolument. Effectivement. Je me demande si tu trouves pas plus de qualité dans Miss Karate Kid. Écoutez, ça va être mon défi la semaine prochaine. Je vais. Oui, oui, il existe une Miss Karate Kid, un film Miss Karate Kid. La semaine prochaine, donc il y aura Miss Karate Kid. Et mon objectif, ça sera de vous donner envie de le regarder. Alors attention, faudra pas lâcher l'émission. Une nouvelle meilleure vente que Daredevil de 2003. Ah là, je vais sortir limite mon, Ah, mon costard pour ouais, faire vraiment commercial, quoi. ouais, Mais ouais. en tout cas, pour ce Karate Kid 3, c'est clairement le moins bon des Mm. trois. Mais c'est Là-dessus, il n'y obligé a de le pas regarder. vraiment de débat. Si vous Comment? voulez, c'est obligé de le regarder pour regarder Cobra Kai, hein. Bah oui, Ah oui. Et après, pour le absolument. coup, c'est vrai que Matt l'avait dit tout à l'heure, et c'est vrai que Cobra Kai améliore le 3 de manière rétroactive. Oh Mais que oui. voilà. Mais bon. Oh, oh, oh que oui. Bah, tu vois, par exemple, quand je disais que Terry Silver avait un côté Looney Tunes, que ça faisait vraiment film pour enfants, où le mec, il est obligé de faire des grandes déclarations avec énormément de jeux dans la voix et des têtes pas possibles. Bah, ils te disent non, ouais, dans Cobra Kai qu'en fait qu'il était tout le temps drogué à Hmm. cette époque. Ce qui est Bah du assez coup marrant. oui. Ceci explique cela, comme on dit. C'est vrai, en effet. Et oui, Mac, l'école de Benzaï. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Je me suis défoncé la Mais gorge, mais on va voir pour Miss Karate Kid. Il n'y a pas tout qui est acheté, il n'y a pas tout qui est à jeter. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bon film, hein, mais après je dis ça, mais je sais pas ce qui s'est passé, hein. Pourtant j'avais pas changé mes docs ou quoi que ce soit, mais si ça se trouve c'est moi qui ai craqué et dans 2 ans je vais revoir le film et je vais faire c'est quoi cette merde? Comme je le pensais par le passé, quoi. Suspense.